Lors du dîner de Thanksgiving. Ma mère a cruellement exigé que ma fille de 7 ans quitte sa chaise. Cette place appartient à mon vrai petit enfant. A-t-elle lancé. Bouge. Alors que ma fille trébuchait sur le sol. Tout le monde a regardé en silence. Je suis resté calme. Puis j'ai dit 4 mots. Maman. Papa. Panique. Je m'appelle Céleste Navarro. J'ai 34 ans. Je pensais autrefois que garder le silence était le prix à payer pour garder une famille. Puis ma mère a dépassé les bornes avec ma fille de 7 ans lors du dîner de Thanksgiving. Toutes les excuses que j'avais pu trouver pour cette femme sont mortes juste là sur le sol de la salle à manger. Willa essayait seulement de s'asseoir. Il y avait un petit marque-place en papier devant la chaise. Son nom était écrit avec un stylo à paillettes. Elle lui a souri comme si c'était la preuve de sa place ici. La dinde était découpée. Le match de football passait à bas volume dans le salon. Toute la table sentait la sauce au jus de viande. Les bougies et les mensonges flottaient dans l'air. Puis la main de ma mère a jailli. Elle a attrapé le dossier de la chaise de Willa et l'a retiré si agressivement que ma fille a perdu l'équilibre et est tombée contre le pied de la table. Pendant une seconde. Willa n'a même pas pleuré. Elle a juste levé les yeux avec confusion. Comme si son petit esprit ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu'un qui se faisait appeler grand-mère l'avait poussée. Ma mère l'a regardé de haut et a dit. Cette place est pour mon vrai petit enfant. Bouge. Personne n'a bougé. Ni mon père. Ni ma sœur. Pas un adulte à cette table n'a tendu la main vers mon enfant. Je l'ai fait. J'ai soulevé Willa. J'ai tenu son corps tremblant contre moi et j'ai chuchoté. Je suis là pour toi. Puis j'ai fouillé dans mon sac à main. J'ai sorti le dossier que je transportais depuis 3 jours. Je l'ai posé à côté de la sauce au canneberge. Le visage de ma mère a changé avant même de le toucher. Mon père est devenu livide. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit 4 mots. Vous êtes assignés aujourd'hui. Son verre de vin a glissé. Il s'est brisé contre la table et a répandu du rouge sur la nappe blanche. Avant que je ne vous dise pourquoi ce dossier les a effrayés plus que le verre brisé. Dites-moi ceci. Qu'auriez-vous fait si votre enfant avait été humilié par la seule personne censée l'aimer sans condition? Pour comprendre pourquoi ces 4 mots ont fait tomber le verre de vin de ma mère. Vous devez comprendre ce que c'était que de grandir comme la fille que ma famille n'a jamais vraiment revendiquée. Ma sœur aînée. Brenna Navarro Blake. Était l'enfant prodige avant même que je ne sache qu'il y avait une compétition. Elle avait les jolies robes. Les photos d'école parfaites. Les leçons de piano pour lesquelles mes parents ne semblaient jamais trop fatigués de l'y conduire. Elle avait le genre de sourire qui faisait dire aux adultes que celle-ci irait loin. J'étais l'autre. La sensible. La difficile. Celle qui avait toujours besoin d'être corrigée avant l'arrivée des invités. Ma mère. Marjorie Navarro. Avait le don de faire passer la cruauté pour de l'amélioration de l'habitat. Tiens-toi plus droite. Céleste. Ne mange pas si vite. Céleste. Essaie de ne pas nous mettre dans l'embarras. Céleste. Mon père. Léonard Navarro. En disait rarement autant. Son silence avait du poids. Il pouvait s'asseoir à la table du dîner pendant que ma mère me démontait pièce par pièce. Il réussissait d'une manière ou d'une autre à me faire sentir que j'étais l'impoli pour oser saigner. Brenna a appris très tôt qu'être aimé dans notre maison signifiait être choisi. Elle aimait être choisie. Je ne pense même pas qu'elle voyait cela comme de la cruauté au début. Elle voyait cela comme la météo. La pluie tombait sur moi. La lumière du soleil tombait sur elle. C'était simplement le fonctionnement de notre maison. À l'adolescence. La différence était devenue une tradition. Brenna a eu une voiture d'occasion pour son 16e anniversaire. J'ai eu droit à un sermon sur les responsabilités. Brenna a échoué à un cours et mes parents ont blâmé le professeur. J'ai rapporté un B+, et ma mère a demandé pourquoi je n'avais pas fait plus d'efforts. Quand je me suis marié trop jeune. Ma mère a dit que c'était prévisible. Quand j'ai divorcé. Elle a appelé cela une preuve. Certaines femmes savent comment garder un homme. M'a-t-elle dit.
debout dans ma cuisine alors que Willa n'était encore qu'une enfant en bas âge dans la pièce d'à côté. Certaines femmes ne font que créer des problèmes pour ensuite attendre de la compassion. J'ai avalé ce commentaire de la même façon que je les avalais tous. À l'époque je croyais encore que l'endurance était la même chose que la force. Le mot vrai avait toujours flotté autour de ma famille comme un nuage sombre. Vraie fille. Vraie famille. Vrai sang. Mon père n'a jamais dit ouvertement que je n'étais pas à lui. Pas quand j'étais petite. Mais il a planté l'idée partout. Quand j'avais 12 ans et que mes cheveux ont foncé au lieu de rester clairs comme ceux de Brena. Il a plaisanté en disant que le facteur avait peut-être des gènes plus forts. Quand j'avais 17 ans et que je me disputais avec lui à propos de l'université. Il a dit. Tu es sûr que tu tiens ce côté têtu de moi. Tout le monde a ri sauf moi. Ma mère me lançait ce regard perçant qui signifiait. Ne rends pas les choses pires. Je n'ai compris que des années plus tard qu'avant ma naissance. Il y avait eu une erreur. C'était le mot que j'avais entendu une fois à travers le mur du couloir quand mes parents me croyaient endormi. Erreur. Ma mère pleurait. Mon père disait qu'il avait passé toute sa vie à se poser la question. Je n'ai jamais entendu toute l'histoire. J'ai compris la punition. Brena est devenue la preuve que le mariage de mes parents était respectable. Je suis devenu la question à laquelle ils ne voulaient jamais répondre. La seule personne qui ne m'a jamais traité comme un point d'interrogation était le père de ma mère. Arthur Quinn. Grand-père Arthur n'était pas tendre. Il était un comptable à la retraite qui croyait que les sentiments étaient privés et que les reçus étaient sacrés. Mais il se souvenait de ma tarte préférée. Il posait des questions sur mes dessins quand tout le monde les qualifiait de simples passe-temps. Quand j'ai amené Willa pour le voir alors qu'elle était bébé. Il l'a tenue avec ses vieilles mains prudentes et a dit. Cet enfant est le tien. Et cela signifie qu'elle est la nôtre. Je me suis accroché à cette phrase pendant des années. Après sa mort. Mes parents m'ont dit qu'il n'y avait rien pour moi. Sans cruauté. Sans drame. Ma mère l'a dit en rinçant une tasse de café. Comme si elle parlait d'un article d'épicerie en rupture de stock. Les affaires de ton grand-père étaient simples. A-t-elle dit. Il n'y avait rien de mis de côté pour toi. Mon père était assis à la table de la cuisine et n'a pas levé les yeux. Brena a eu l'air triste pendant environ 6 secondes. Puis elle a commencé à parler de la complexité des successions. Je les ai crus car les croire était plus facile que d'admettre qu'ils pouvaient me voler tout en m'invitant à manger de la tarte. J'ai continué à venir. J'ai amené Willa aux anniversaires. Au brunch de Pâques. Au barbecue d'été. Et à chaque Thanksgiving. Je me disais qu'une famille à moitié présente valait mieux que pas de famille du tout. Je me disais que Willa méritait des grands-parents. Des cousins. Une histoire. Et des photos de vacances. Je me disais que les commentaires cinglants de ma mère n'étaient que de vieilles habitudes. Mais les vieilles habitudes peuvent devenir des armes quand personne n'y met fin. Et lors de ce Thanksgiving. Quand Marjorie a forcé ma fille à quitter sa chaise et à qualifier un autre enfant de vrai petit enfant. J'ai enfin compris que la toxicité avait atteint la génération suivante. Vous êtes-vous déjà senti comme la personne de trop dans votre propre famille? C'est l'invité à la table. Mais à qui on n'accorde jamais vraiment de place. 3 semaines avant Thanksgiving. J'ai trouvé la première part de vérité dans le salon de Brena. Caché à la vue de tous sur un iPad avec une coque rose fissurée et un mot de passe si évident qu'un enfant de 5 ans pourrait l'ouvrir. Brena m'avait envoyé un SMS ce matin-là pour me demander si je pouvais garder Piper pendant 1 heure car elle avait un appel immobilier important. Les appels importants de Brena signifiaient généralement qu'elle voulait se tenir dans sa cuisine avec des leggings coûteux. Parler fort dans ses écouteurs. Et prétendre que son travail à temps partiel était la colonne vertébrale de l'économie américaine. J'ai dit oui car Piper était une enfant et parce que j'avais encore cette vieille maladie de vouloir être assez utile pour être aimé. Piper était douce de cette manière insouciante dont les enfants gâtés peuvent être doux. Elle ne comprenait pas la politique autour d'elle. Elle savait seulement que grand-mère Marjorie lui donnait le premier biscuit. La couverture la plus douce. La meilleure chaise. Et le genre d'attention que Willa avait appris à ne pas réclamer. Ce jour-là. Piper voulait des dessins animés. L'iPad de Brena était sur le canapé. Déjà allumé.
Piper a tapé sa date d'anniversaire et l'a ouvert comme elle l'avait fait des centaines de fois. Je me suis avancé pour le lui prendre car je n'étais pas intéressé à fouiller dans la vie de ma sœur. J'étais fatigué. Pas désespéré. Mais avant que je ne puisse fermer l'écran, un PDF a rempli l'affichage. Et en haut se trouvaient les mots. Fiducie familiale Arthur Quinn. Mon corps a réagi avant mon esprit. Ma main s'est figée au-dessus de l'écran. Sous le titre se trouvait une section intitulée Bénéficiaires. Et là en lettres noires nettes se trouvait mon nom légal complet. Céleste Marie Navarro. Pas seulement Brenna et ses enfants. Pas Marjorie et Léonard pour distribuer comme bon leur semblait. Moi. Mon nom. Ma part. La preuve finale de mon grand-père que j'avais ma place depuis le début. J'ai regardé vers le couloir. Le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre. Puis de nouveau vers l'écran. Je n'ai lu que ce qui était visible. Je n'ai pas fouillé dans les messages ni ouvert de dossier. Je n'en avais pas besoin. Un résumé des distributions était déjà là et les lignes racontaient l'histoire que mes parents n'avaient jamais voulu que je lise. Valeur initiale de la fiducie avec une répartition prévue de 50% pour Brenna Navarro Blake et 50% pour Céleste Navarro. Puis sont venus les retraits. Aide à l'apport initial pour Brenna. Frais de véhicule pour Brenna. Remboursement de rénovation de maison. Soutien aux voyages familiaux. Enrichissement éducatif pour Piper. Les dates m'ont retourné l'estomac. L'une d'elles datait du même mois où j'avais demandé un petit prêt à mes parents après mon divorce. Quand Willa et moi déménagions dans un appartement plus sûr et que je n'avais pas assez pour la caution. Ma mère m'avait dit. Nous ne pouvons pas continuer à te sauver de tes propres choix. Ce même mois. Brenna avait publié une photo souriante devant un nouveau SUV avec une légende sur les bénédictions. J'ai pris 3 photos avec mon téléphone. Juste 3. Le nom de la fiducie. Mon nom. Les lignes de distribution. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone. Puis j'ai fermé l'iPad. J'ai mis le dessin animé de Piper sur la télévision à la place. Et j'ai passé les 40 minutes suivantes assise sur le canapé de Brenna avec l'impression que le sol sous ma vie avait tranquillement disparu. Quand Brenna est redescendue, elle a demandé. Tout va bien? J'ai souri. J'ai dit. Oui. C'était le meilleur mensonge que j'ai jamais raconté dans cette maison. 2 jours plus tard. J'étais assise en face d'Eileen Park dans un petit cabinet d'avocats situé dans un centre commercial à l'extérieur d'Indianapolis. Entre une clinique dentaire et un préparateur de déclaration de revenus. Son bureau sentait le café. Le papier d'imprimante. Et la compétence. J'ai fait glisser mon téléphone sur son bureau sans trop d'explications car j'avais peur de paraître folle si je commençais à parler. Eileen a étudié les photos. A zoomé une fois. Puis s'est adossée. Si ce document est ce qu'il semble être. A-t-elle dit. Votre famille a un sérieux problème. J'ai posé la question qui pesait comme une pierre dans ma poitrine. Peuvent-ils m'exclure s'ils pensent que je ne suis pas vraiment sa petite fille? L'expression d'Eileen n'a pas changé. Une fiducie ne fonctionne pas sur la base de commérages familiaux. Si vous êtes nommé comme bénéficiaire, vos droits ne disparaissent pas parce que quelqu'un répète une vieille rumeur. Je pense que j'ai respiré pour la première fois en 2 jours. Eileen m'a expliqué que nous n'allions pas confronter mes parents au téléphone. Au dîner. Ou dans un groupe de discussion familiale où chacun pourrait déformer l'histoire avant l'arrivée des faits. Nous déposerions une requête pour une reddition de compte complète. Nous demanderions le gel de tous les actifs restants de la fiducie. Nous demanderions au tribunal de préserver les dossiers et d'examiner chaque transfert. S'il y avait une faute, nous exigerions un remboursement. Des intérêts. Des frais. Et la révocation de toute personne ayant abusé de son rôle. Elle m'a dit de tout documenter. De ne rien dire. Et de garder le dossier juridique à portée de main. Alors je l'ai fait. Pendant les 3 jours précédant Thanksgiving. Ce dossier est resté dans mon sac à main comme un fil électrique sous tension. Je me suis dit que je n'utiliserais pas cette fête pour déclencher un conflit massif. Je me suis dit que je laisserais l'avocate gérer cela discrètement.
Je me suis dit que je pouvais survivre à un dîner de plus pour le bien de Willa. Puis ma mère a posé ses mains sur mon enfant et le silence a cessé d'être une miséricorde. Quand la vérité est écrite à l'encre noire sur du papier blanc. Combien de temps êtes-vous censé continuer à faire semblant de ne pas savoir lire? Le trajet de retour de Thanksgiving a été les 30 minutes les plus longues de ma vie. Willa était assise à l'arrière de ma vieille fourgonnette avec son manteau encore zippé jusqu'au menton. Une main pressée contre son épaule. L'autre tenant le marque-place à paillettes qu'elle avait ramassé sur le sol avant notre départ. Je ne sais pas pourquoi elle l'a pris. Peut-être que les enfants collectionnent les preuves de douleur de la même manière que les adultes collectionnent les reçus. Peut-être avait-elle besoin de comprendre comment une chose portant son nom pouvait conduire à être repoussée. J'ai gardé les yeux sur la route car si je la regardais trop longtemps dans le rétroviseur. J'avais peur de devoir m'arrêter sur le bas-côté et crier. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que nous n'atteignions la route principale. Brenna d'abord. Puis ma mère. Puis mon père. Puis Brenna à nouveau. Je l'ai retourné face vers le bas dans le porte-gobelet et j'ai continué à conduire. Après 10 minutes. Willa a finalement parlé. Sa voix était si faible. Je l'ai presque manqué par-dessus le bruit du chauffage. Maman. Pourquoi grand-mère a-t-elle dit ça? Mes mains se sont crispées sur le volant. Dis quoi mon bébé? Je le savais. J'avais juste besoin d'une seconde supplémentaire pour devenir le genre de mère qu'elle méritait. Willa a regardé par la fenêtre les cours sombres et les lumières des porches. Que je ne suis pas vrai. Je me suis arrêté à un service au volant car je ne pouvais pas continuer à conduire avec mon cœur qui se brisait dans ma poitrine. J'ai commandé 2 chocolats chauds avec un supplément de crème fouettée. Puis je me suis garé sous une lumière jaune à côté d'une rangée de chariots de supermarché endormis. Je suis monté sur le siège arrière avec elle. Elle essayait de ne pas pleurer. Ce qui rendait les choses pires. Elle avait appris que pleurer en présence de ma famille vous transformait en preuve contre vous-même. J'ai touché sa joue et j'ai dit. Écoute-moi. Tu es vrai. Tu es ma fille. Tu es aimée. Et tu n'as jamais à mériter ta place dans aucune pièce. Elle a hoché la tête. Mais les enfants ne guérissent pas simplement parce que les adultes prononcent la bonne phrase une fois. Ils ont besoin de voir que cela devient vrai. Quand je suis rentré à la maison. J'ai pris des photos de la marque rouge sur son épaule pour documenter ce qui s'était passé. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais du drame. Je l'ai fait parce que j'avais finalement compris cela au sujet de ma famille. Si quelque chose n'était pas documenté, il ferait semblant que cela n'était jamais arrivé. Le lendemain matin, je l'ai fait examiner juste pour être sûr. Le personnel a été gentil. Willa a dit qu'elle était tombée au dîner. Je l'ai regardé choisir la version édulcorée de la vérité car même à 7 ans. Elle comprenait que les adultes pouvaient rendre l'honnêteté dangereuse. Au moment où nous sommes rentrés à la maison. Le groupe de discussion familiale était devenu un tribunal où j'étais la seule personne non autorisée à parler. Tante Mabel a écrit. Je ne peux pas croire que tu aies assigné ta propre mère le jour de Thanksgiving. Un cousin a publié. L'argent change les gens. Brenna a écrit. Certaines personnes ont été jalouses toute leur vie et l'ont enfin montré. Mon père a envoyé un message privé. Tu fais une erreur. Laisse tomber ça avant que de vieilles questions ne deviennent publiques. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils cessent de ressembler à une menace pour commencer à ressembler à une preuve. Ensuite j'ai fait des captures d'écran et je les ai envoyées à Eileen. Brenna est allée plus loin. Elle a publié une story Instagram de Piper assise à la table de Thanksgiving le lendemain. Souriant à côté d'une tarte à la citrouille avec la légende. Protéger la paix des personnes qui n'apportent que l'avidité. C'était là. La performance. Le costume de victime. La petite phrase soigneusement conçue pour que les amis de l'église et des sorties d'école puissent deviner juste assez pour me juger. Ce qu'aucun d'eux n'a publié était une photo de Willa sur le sol. Personne n'a demandé si ma fille avait des ecchymoses. Personne n'a demandé si elle avait dormi. Personne n'a demandé pourquoi une femme adulte avait été si agressive avec un enfant pour appeler cela de l'ordre familial. Ce silence m'en a dit plus que leurs insultes ne le pourraient jamais. Ce soir-là, Willa a demandé si elle devait s'excuser avant Noël. Je pliais du linge sur le canapé et la question m'a frappé si fort que j'ai fait tomber un de ses maillots de football.
S'excuser pourquoi? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Les yeux fixés sur ses genoux. Pour avoir mis grand-mère en colère. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai rendu ma voix aussi ferme qu'une porte verrouillée. Non. Tu ne t'excuses jamais quand quelqu'un d'autre te fait du mal. Elle s'est appuyée contre moi lentement. Comme si une part d'elle avait attendu de savoir si j'étais sincère. Je l'étais. J'ai bloqué ma mère. Mon père. Et Brena pour le week-end. J'ai mis le groupe de discussion en sourdine. J'ai envoyé par email chaque capture d'écran. Chaque transcription de message vocal. Chaque photo. Chaque note médicale. Puis j'ai écrit une phrase et je l'ai scotchée à l'intérieur de mon placard de cuisine où je la verrai tous les matins. Ils peuvent garder leurs mensonges. Mais ils n'auront pas mon enfant. Une enfant de 7 ans devrait-elle jamais avoir à se demander si elle est digne d'être aimée juste parce que les adultes sont trop égoïstes pour dire la vérité? La première audience a eu lieu plus vite que prévu. C'est ainsi que j'ai appris que la panique se déplace lentement dans les familles mais rapidement sur les calendriers judiciaires lorsque l'argent est drainé. Aileen m'a dit de porter quelque chose de simple. De ne répondre qu'à ce qui m'était demandé. Et de me rappeler que ma famille essaierait d'entraîner l'affaire sur le terrain des sentiments car les faits n'étaient pas de leur côté. Le palais de justice était gris et froid de la façon dont les bâtiments gouvernementaux semblent toujours l'être. Comme si les murs avaient absorbé des décennies de personnes essayant de ne pas pleurer. J'ai vu mes parents près des portes de la salle d'audience. Marjorie portait un manteau bleu marine et des perles. L'uniforme qu'elle utilisait quand elle voulait que les étrangers pensent qu'elle était raisonnable. Léonard se tenait à côté d'elle. Pâle et raide. Fixant le sol. Brena est arrivée avec son mari. Trevor. Chuchotant avec colère à son oreille. Elle m'a regardé une fois. Puis a détourné le regard comme si j'étais une chose embarrassante qu'elle avait enjambée sur le trottoir. Leur avocate. Roxane Bell. Était raffinée et tranchante. Le genre de femme qui souriait comme si elle comptait vos faiblesses. Quand nous sommes entrés. Elle a essayé exactement ce dont Aileen m'avait averti. Elle a parlé d'intentions familiales. Elle a parlé de malentendus. Elle a suggéré que mon grand-père avait toujours voulu que la fiducie profite à la lignée confirmée de la famille. Une phrase si affreuse que je l'ai ressentie jusque dans mes dents. Elle a dit que j'avais gâché une fête. Angoissé des parents âgés. Et utilisé des documents privés comme des armes après des années de ressentiment envers ma sœur. Aileen n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'est levée avec une main sur le dossier et a dit. Votre honneur. Il ne s'agit pas d'une affaire de sentiments blessés. De conflits de vacances. Ou de rumeurs familiales. C'est une affaire de fiducie. Ma cliente est une bénéficiaire désignée. Des distributions substantielles semblent avoir été faites à un bénéficiaire et à son foyer. Alors qu'on a dit à ma cliente qu'aucun fonds n'existait. Nous demandons la préservation des dossiers. Un gel des distributions futures. Et une reddition de compte complète. Roxane a essayé de l'interrompre avec le mot biologique. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes et a dit. Maître. À moins que l'acte de fiducie ne fasse de la biologie une condition. Je vous suggère de passer à autre chose. J'ai regardé la bouche de ma mère se crisper. Mon père a fermé les yeux. Ce fut le premier moment satisfaisant. Non pas parce que j'aimais les voir effrayés. Mais parce que quelqu'un d'extérieur à notre famille avait enfin refusé de traiter leur cruauté comme une loi. Le juge a ordonné le gel. Il a ordonné les dossiers. Relevé bancaire. Approbation des fiduciaires. Email. Registre de distribution. Reçu. Tout. Brena a murmuré quelque chose dans sa barbe. Ma mère ne m'a pas regardé une seule fois. En sortant. Léonard s'est approché assez près pour que je puisse sentir son après-rasage et a dit. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train d'ouvrir. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Et j'ai réalisé que je n'avais plus peur de sa voix. Alors je suppose que nous allons tous le découvrir. Ai-je dit. 2 semaines plus tard. Aileen a appelé et m'a dit de venir immédiatement à son bureau. Elle n'avait pas l'air enthousiaste. Elle avait l'air prudente.
Cela m'a fait encore plus peur. Je me suis assise en face d'elle pendant qu'elle tournait son écran vers moi. Le premier lot de dossiers est arrivé. A-t-elle dit. J'ai besoin que vous vous prépariez. La feuille de calcul à l'écran n'avait rien de dramatique. Pas de tonnerre. Pas de musique. Juste des dates. Des montants. Des descriptions. Et des approbations. Mais la trahison est encore pire quand elle est organisée. Il y avait l'apport initial pour la maison de Brenna. 48 000 $. Il y avait le remboursement du SUV. 26 000 $. Il y avait des rénovations. Des dépôts pour les frais de scolarité. Des remboursements de vacances. Des paiements de cartes de crédit déguisés en soutien familial. Puis Aileen a fait défiler vers la droite et a pointé la colonne d'approbation. J'ai d'abord vu les initiales de mon père. Ça faisait mal. Mais ça ne me surprenait pas. Puis j'ai vu la signature sous la sienne. Marjorie Navarro. Le nom de ma mère. Encore et encore. Pas une seule fois. Pas en tant que témoin. Pas par accident. Elle avait approuvé les transferts. Elle avait signé les autorisations. Elle avait aidé à transférer l'argent qui m'était destiné dans la vie de Brenna tout en me disant que j'étais irresponsable d'avoir besoin d'aide. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Pendant des années. Je m'étais dit que ma mère était faible. Froide. Oui. Injuste. Oui. Mais peut-être piégée dans l'amertume de mon père. Peut-être honteuse. Peut-être silencieuse car le silence était le seul moyen qu'elle connaissait pour survivre. Cette illusion a pris fin dans le bureau d'Aileen. Marjorie ne s'était pas contentée de rester les bras croisés pendant que Léonard me punissait. Elle avait pris le stylo. Elle avait rendu la punition officielle. Aileen m'a laissé un instant. Puis a dit. Cela change la pression. Nous pouvons demander une majoration. Des frais. Et la révocation. Le tribunal n'aimera pas ça. J'ai ri une fois. Non pas parce que c'était drôle. Mais parce que mon corps ne savait pas quoi faire d'autre avec la vérité. Ma mère avait repoussé ma fille d'une chaise. Puis avait joué la surprise quand j'avais riposté avec du papier. Mais le papier portait aussi son nom. Que faites-vous quand la personne qui vous a donné la vie ne s'est pas contentée de regarder la trahison se produire, mais a signé pour la rendre réelle? La deuxième audience n'a pas ressemblé à la première. La première fois ma famille était entrée comme si elle possédait encore l'histoire. La deuxième fois ils sont entrés comme des gens portant des boîtes qu'ils espéraient que personne n'ouvrirait. Aileen avait passé des jours à organiser les dossiers dans une chronologie si simple que même un menteur aurait du mal à s'en échapper. Grand-père Arthur est mort. La fiducie a été financée. Mon nom et celui de Brenna étaient listés à parts égales. Puis année après année. L'argent a coulé dans une direction. Pas vers les deux filles. Pas selon les besoins. Vers Brenna. Sa maison. Sa voiture. Ses vacances. Son enfant. Son image. Roxane Bell a essayé d'argumenter que Marjorie et Léonard croyaient avoir un pouvoir discrétionnaire. Aileen a calmement montré la clause qui stipulait des parts égales. Roxane a suggéré que l'argent avait profité à la famille dans son ensemble. Aileen a montré mes emails demandant de l'aide pour le loyer, la garde d'enfants et une facture médicale. Chacun ayant reçu une forme de refus en réponse. Roxane a finalement saisi la vieille arme. Elle a dit qu'il y avait depuis longtemps une incertitude quant à savoir si je faisais vraiment partie de la lignée d'Arthur Quinn. La salle d'audience est devenue très silencieuse. J'ai senti chaque année de cette rumeur ramper le long de ma colonne vertébrale. Puis Aileen s'est levée et a dit. La fiducie nomme Céleste Navarro. Pas une catégorie d'ADN. Pas un favori de la famille. Une personne. Les fiduciaires n'avaient aucune autorité pour remplacer le document par des soupçons. Le juge a été d'accord. Il n'a pas fait de discours et d'une certaine manière cela a rendu la chose plus forte. Il a ordonné que Marjorie et Léonard soient démis de leurs fonctions de contrôle. Il a ordonné un remboursement complet de ma part. Plus les intérêts. Les frais d'avocat. Et des pénalités pour distributions abusives.
Bruna a été nommée dans l'ordonnance de remboursement pour les fonds retracés directement vers sa maison et ses dépenses personnelles. Le total s'élevait à plus de 315 000 $. Ma mère a émis un son comme si l'air avait été chassé de ses poumons. Bruna s'est mise à pleurer. Mais ce n'était pas le genre de larmes que les gens versent quand ils sont désolés. C'était le genre de larmes qu'ils versent quand les mathématiques les rattrapent enfin. Léonard a regardé droit devant lui. La mâchoire serrée comme s'il pouvait échapper aux conséquences en mâchant. Je pensais que je ressentirais de la joie. Ce ne fut pas le cas. J'ai ressenti de l'espace. Comme si une pièce en moi qui avait été encombrée de vieux meubles était enfin assez vide pour s'y promener. Après le tribunal. Bruna m'a sifflé dans le couloir. J'espère que tu es heureuse. Il pourrait perdre la maison. J'ai regardé son manteau coûteux. Le pendentif en diamant à son cou. Le téléphone dans sa main qui coûtait plus cher que la première mensualité de ma voiture après le divorce. Ils l'ont perdu quand ils ont utilisé de l'argent volé pour construire ta vie. Ai-je dit. Elle m'a giflé. Pas assez fort pour me blesser. Assez fort pour me montrer qui elle était sans un public pour l'aider à se cacher. Aileen s'est interposée entre nous avant que je puisse réagir. Et la sécurité du palais de justice a tourné la tête. Bruna a reculé. Soudain consciente que les lieux publics ont des témoins. Cette nuit-là. Après que Willa soit allé se coucher. Je me suis assise à la table de ma cuisine avec le kit ADN que mon père avait envoyé des semaines plus tôt comme un défi. Aileen m'avait dit de ne pas y toucher pour le tribunal. Elle avait raison. La loi n'avait pas besoin de mon sang pour prouver que mon nom existait. Mais j'avais besoin d'arrêter d'entendre le mot vrai dans mon sommeil. Je n'ai pas fait le test pour eux. Je l'ai fait car j'étais fatigué de porter une question que mes parents avaient enfouie dans mes os avant que je sois en âge de parler. Les résultats sont arrivés 9 jours plus tard par un mardi matin ordinaire pendant que le lave-vaisselle bourdonnait et que le sac à dos de Willa était posé près de la porte. Correspondance biologique. Léonard Navarro était mon père. Je l'ai lu une fois. Puis encore. Puis je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai pleuré d'une manière dont je n'avais pas pleuré après le tribunal. Pas parce que j'étais soulagé. Parce que la cruauté n'avait même jamais eu l'excuse d'être vraie. Ils avaient passé toute ma vie à me punir pour un doute qu'ils étaient trop lâches pour résoudre. J'ai envoyé le résultat à mes 2 parents avec une phrase. Vous avez construit ma vie autour d'un mensonge. Et Willa n'en héritera pas. Puis je les ai bloqués à nouveau. 3 jours plus tard. Marjorie est venue chez moi. Elle est arrivée seule. Debout sur mon porche dans un gilet beige. Ayant l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Willa était à l'école. Dieu merci. Je n'ai ouvert la porte que jusqu'à la limite permise par la chaîne. Ma mère a regardé la chaîne comme si cela l'offensait. Céleste. A-t-elle dit. S'il te plaît. J'ai attendu. Elle a commencé par des excuses car c'était sa langue maternelle. Elle a dit que mon père avait été en colère pendant des années. Elle a dit que le mariage était compliqué. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur avant ma naissance et avait passé des décennies à essayer de garder la famille unie. Puis son visage s'est brisé. Je l'ai laissé se poser la question. A-t-elle chuchoté? Je l'ai laissé te punir parce que j'avais honte. Et puis c'est devenu plus facile d'agir comme si tu étais le problème plutôt que d'admettre que c'était moi. Je lui ai demandé pourquoi elle avait signé les transferts. Elle a baissé les yeux. Bruna était plus facile à aider. Cette phrase était si honnête et si affreuse qu'elle m'a presque fait tomber à la renverse. Plus facile à aider. Plus facile à aimer. Plus facile à revendiquer. Puis elle a demandé à voir Willa. Elle a dit. Maintenant que nous connaissons la vérité. Peut-être que nous pourrions recommencer à zéro. Maintenant que nous savons. Comme si l'amour ne devait s'activer qu'après un rapport de laboratoire. J'ai ouvert la porte juste assez pour qu'elle puisse voir mon visage clairement. La maternité ne devrait jamais dépendre d'un test sanguin. Ai-je dit. Et être grand-mère ne devrait jamais dépendre de l'enfant qui vous fait vous sentir le moins coupable. Elle a pleuré à ce moment-là. Mais j'avais passé trop d'années à confondre les larmes avec le changement. Je lui ai dit que Willa ne la verrait pas. Pas de sitôt. Peut-être jamais. Je lui ai dit que le tribunal pouvait décider de l'argent.
Mais que je déciderais de l'accès à mon enfant. Puis j'ai fermé la porte alors qu'elle prononçait encore mon nom. Le test n'a rien changé et a tout expliqué. Mais à quoi sert la vérité si les personnes qui en avaient le plus besoin ne veulent l'utiliser que lorsqu'elle les sauve? Les conséquences sont arrivées lentement. Puis tout d'un coup. D'abord il y a eu les comptes gelés. Puis le problème de refinancement de Brena. Puis la date limite pour les honoraires d'avocat. L'ordonnance de remboursement. Les pénalités. Et la réalité que mes parents avaient passé des années à agir comme des gens riches avec de l'argent qui ne leur avait jamais totalement appartenu. La maison de Carmel a été mise sur le marché en février. Cette maison avait été le royaume de ma mère. Colonne blanche. Pelouse parfaite. Couronne de saison. Une salle à manger qu'elle traitait comme une scène pour les tests de loyauté familiale. Elle y avait organisé Thanksgiving pendant 26 ans. Elle avait corrigé ma posture sous ce toit. Ignoré mes larmes sous ce toit. Poussé ma fille sous ce toit. Et a finalement perdu ce toit parce que le papier disait la vérité mieux qu'elle. Je ne suis pas allé à la journée portes ouvertes. Je n'avais pas besoin de voir des étrangers se promener dans les pièces où j'avais appris à me sentir toute petite. Une cousine m'a quand même envoyé l'annonce. Espérant probablement que cela ferait mal. Cela n'a pas fait mal de la manière dont elle le voulait. C'était comme regarder un musée de mauvais souvenirs devenir le problème de quelqu'un d'autre. Marjorie et Léonard ont déménagé dans un appartement de 2 chambres près d'une autoroute. Brena a cessé de publier pendant un certain temps. Ce qui dans son monde était fondamentalement une urgence publique. La famille de Trevor a découvert pourquoi il devait refinancer. Et soudainement. Brena n'était plus la fille parfaite avec la vie parfaite. Elle était la femme qui prenait l'argent destiné à sa sœur et appelait cela du soutien familial. Tante Mabel a arrêté d'écrire des essais dans le groupe de discussion après que quelqu'un a demandé pourquoi personne n'avait pris des nouvelles de Willa. Cette question a fait plus de dégâts que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer. Les proches qui m'avaient traité David se sont tus lorsque l'ordonnance de remboursement est devenue impossible à détourner. Je n'ai pas reçu toutes les excuses. Je n'avais pas besoin de toutes les excuses. Certaines personnes regrettent seulement d'être démasquées. Pas ce qu'elles ont fait dans l'ombre. Quand l'argent est enfin arrivé. Je suis resté assise dans ma voiture devant la banque pendant 20 minutes avant de pouvoir conduire. Ce n'était pas juste un chiffre. C'était l'appartement plus sûr que je ne pouvais pas me permettre il y a des années. C'était l'aide pour la garde d'enfants qui m'avait été refusée. C'était chaque fois que j'avais travaillé tard pendant que Brena publiait des photos de vacances financées par une fiducie portant mon nom. J'ai remboursé mes dettes. J'ai réparé ma voiture au lieu de prier à chaque bruit étrange. J'ai ouvert un fonds d'études pour Willa et je l'ai laissé choisir la couleur du dossier pour les documents. Elle a choisi le violet et a mis un autocollant de football dessus. Ce petit moment m'a presque plus bouleversé que le jugement du tribunal. Nous avons déménagé cet été-là dans un quartier plus calme et plus proche de son école. Rien d'extravagant. Une petite maison de plein pied avec un érable devant. Une cuisine qui reçoit la lumière du matin. Et une rue où les enfants laissent leur vélo dans les allées. Willa a rejoint une équipe de football et a passé le premier entraînement à courir comme si elle venait de découvrir que ses jambes lui appartenaient. Elle riait davantage. Elle a arrêté de demander si grand-mère était en colère. Elle a arrêté de demander ce que le mot vrai signifiait. Un soir. Alors que je rangeais de vieilles décorations de fête. J'ai trouvé le marque-place à paillettes de Thanksgiving. Willa l'avait glissé dans une boîte à chaussures avec des dessins et des cartes d'anniversaire. Je lui ai demandé si elle voulait le garder. Elle y a réfléchi pendant une seconde. Puis a secoué la tête. Non. A-t-elle dit. Je sais où est ma place maintenant. Alors. Nous l'avons jeté ensemble. C'était la vraie fin pour moi. Pas la vente de la maison. Pas le silence de Brena. Pas ma mère pleurant sur le porche. C'était ma fille qui comprenait que sa place n'est pas une chose qu'un adulte cruel peut distribuer comme un dessert. La leçon que je veux que les gens entendent est celle-ci. La famille devrait enseigner la sécurité aux enfants. Pas la honte. Le sang ne devrait jamais être utilisé comme une arme. L'argent ne devrait jamais être utilisé pour acheter le silence. Et maintenir la paix n'est pas noble quand cette paix exige qu'un enfant absorbe la douleur pour que les adultes puissent rester à l'aise.
Se défendre ne signifie pas toujours crier. Parfois cela signifie conserver des captures d'écran. Appeler un avocat. Couper les ponts. Dire à son enfant encore et encore que ce qui lui est arrivé était injuste. C'est aussi de l'éducation. C'est une connaissance précieuse que les enfants emportent dans chaque pièce pour le reste de leur vie. Ma mère a perdu la grande maison. La table de fête. L'image de la famille parfaite. Et la petite fille qu'elle pensait pouvoir qualifier de moins que vraie. Mon père a perdu le pouvoir de son silence. Brena a perdu la vie qu'elle avait construite sur de l'argent qui n'avait jamais été à elle seule. Et j'ai gagné quelque chose que j'aurais dû avoir depuis le début. La paix sans avoir à demander la permission. Alors dites-moi honnêtement. Suis-je allé trop loin quand j'ai choisi le tribunal plutôt que le pardon? Ou ai-je finalement fait ce que tout parent devrait faire quand son enfant tombe sur le sol et que toute la famille garde le silence? Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Cette vidéo est une histoire fictive créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion narrative. Et elle n'est pas censée représenter une personne réelle ou des événements réels. Nous espérons que l'histoire vous rappelle que la trahison peut être douloureuse. Mais qu'elle peut aussi devenir le moment où quelqu'un apprend enfin sa propre valeur. Protège sa paix. Et choisit un avenir meilleur au lieu de rester là où il est constamment blessé.